Bonsoir, je commence par un point sur la situation internationale de la pandémie Covid-19. Nous avons franchi ce soir un nouveau palier avec plus de 400 000 cas dans le monde. L'épidémie est quasi éteinte en Chine avec 82 000 cas, mais il y a plus de 325 000 cas hors de Chine. 169 pays sont touchés. L'épidémie est désormais essentiellement en Europe, qui est l'épicentre de cette pandémie, avec plus de 200 000 cas et plus de 10 700 morts. On signale aussi une forte augmentation du nombre de cas aux États-Unis, qui devient le troisième pays le plus touché en nombre de cas. Après la Chine, le pays le plus touché est l'Italie, avec 69 000 cas, puis viennent les États-Unis, comme je vous le disais, avec 49 000 cas, l'Espagne, 39 000, l'Allemagne, 32 000 et l'Iran, 24 000. On peut noter désormais que l'Italie a davantage de cas que la province chinoise du Hubei. En termes de décès, nous avons plus de 18 000 décès, dont 3 281 en Chine, 14 946 hors de Chine, et vous savez que les pays les plus touchés sont l'Italie avec 6 820 décès, l'Espagne avec 2 800 et l'Iran, 1934, et on peut noter que désormais, le nombre de décès en Italie est presque le double de celui recensé en Chine. En France, nous avons une épidémie à extension nationale et toujours en aggravation rapide. Vous savez que les établissements de santé, les professionnels de santé, l'ensemble du système de santé est totalement mobilisé avec un plan blanc généralisé, avec une déprogrammation dans toute la France de tous les actes non urgents. Et nous avons 3 sources de données: les résultats des tests, les résultats de l'activité des hôpitaux et les résultats de la surveillance en ville. En ce qui concerne les résultats des tests, c'est-à-dire les prélèvements qui sont faits pour des analyses de recherche du virus, nous avons désormais une capacité de 9 000 tests par jour. À la demande du ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, nous multiplions nos capacités de tests. Nous allons l'augmenter de 10 000 tests par jour supplémentaires d'ici la fin de la semaine et encore de nouveau de 10 000 tests supplémentaires la semaine prochaine grâce à des automates. Nous avons ce soir 22 300 cas confirmés par PCR. Deuxième source, les données hospitalières qui remontent chaque jour. Aujourd'hui, nous avons 10 176 personnes hospitalisées pour une maladie à coronavirus. 2 516 personnes sont dans un état grave en réanimation. Vous savez qu'il y a des formes graves même chez les adultes. Un tiers, 34%, des patients actuellement hospitalisés en réanimation ont moins de 60 ans et 58% ont entre 60 et 80 ans. Mais nous avons aussi des bonnes nouvelles. 3 281 personnes sont sorties guéries de l'hôpital. Et vous pouvez rajouter aussi à ces personnes toutes les personnes qui guérissent spontanément en ville. Et nous savons que nous avons plus de 12 000 cas d'infection à coronavirus en ville qui n'ont pas nécessité d'hospitalisation. Troisième dispositif de surveillance, la surveillance de l'activité médicale en ville. Les personnes qui se rendent aux urgences, par exemple, même si ce n'est pas une bonne idée, puisque je vous le rappelle, il vaut mieux appeler son médecin traitant ou appeler le 15 si on a un signe de gravité. 3 560 passages aux urgences, c'est 17% de l'activité totale pour une suspicion d'infection à coronavirus. 1616 interventions de SOS médecins. 6 886 tests, dont 2046 positifs dans des laboratoires de ville, ce qui représente 30% de positifs. Nous surveillons aussi, et c'est évidemment très important, la mortalité. Il y a plusieurs sources pour la mortalité à l'hôpital, la mortalité en institution, dans les EHPAD, et la mortalité recensée par l'état civil en ville. Nous avons donc demandé une surveillance renforcée de cette mortalité. Elle apparaît pour la première fois ce soir en hausse par rapport à la mortalité attendue, celle que l'on observe année après année, chaque semaine du mois de mars, en particulier dans le Grand Est, dans les départements du Haut-Rhin, des Vosges et de la Moselle, et dans l'Oise sur ces 2 dernières semaines, les semaines 11 et 12, et elle concerne des personnes de plus de 65 ans.
Toutes les régions métropolitaines sont touchées par l'épidémie. Vous le savez, les 8 régions les plus touchées sont l'Île-de-France en nombre de cas, le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Enfin, en termes de décès hospitaliers, donc recensés à l'hôpital, nous avons ce soir 1100 décès observés en milieu hospitalier. 85% de ces décès surviennent chez des personnes de plus de 70 ans. Nous sommes donc face à une épidémie de Covid-19 inédite, sévère et rapide. Les consignes de confinement sont extrêmement claires. Restez chez vous pour éviter d'autres décès, éviter d'autres cas graves. Pour sauver des vies, restez chez vous. Ce n'est pas le confinement en soi qui sauve des vies, c'est le fait de ne pas entrer en contact avec des gens. Quand on sort, on peut se retrouver en contact avec des personnes, et donc c'est vraiment la stratégie que nous cherchons, de réduire massivement les contacts. Parce que vous pouvez être contaminant, parce que vous pouvez être contaminé. Les mesures de confinement ont été précisées hier. Les sorties sont limitées en termes de durée, de distance, de nombre de personnes concernées, car si l'on sort avec toute sa famille, avec tous ses enfants, on a plus de risques d'avoir des contacts avec d'autres personnes parce qu'on ne maîtrise pas l'ensemble des interactions entre les individus. Nous avons, vous le savez, fermé les marchés ouverts où il n'y avait pas de possibilité de maintenir cette fameuse distance d'1 mètre entre les personnes. Nous avons aussi précisé les sorties médicales, les consultations qui peuvent être reportées, les consultations qui peuvent être effectuées par télémédecine. Il est indispensable de respecter ces mesures au maximum parce que notre objectif à toutes et tous est de freiner l'épidémie. Nos aînés sont de plus en plus touchés, vous le savez. Nous devons donc faire bouclier de la nation pour nos personnes âgées et pour les personnes les plus fragiles. La prise en charge des formes graves du coronavirus, ces fameuses maladies Covid-19, implique de pouvoir disposer de capacités très importantes en lits de réanimation, de soins intensifs, de soins critiques. Au regard de l'évolution de l'épidémie et dans un souci d'anticipation, il a été décidé de mobiliser fortement l'ensemble des établissements de santé de France, publics et privés, pour augmenter les capacités en lits de réanimation. Plusieurs actions ont été engagées. Des consignes ont été données le 12 mars aux agences régionales de santé et aux établissements de déprogrammer toutes les activités non urgentes afin de libérer des lits de réanimation ainsi que des moyens humains et matériels pour prendre en charge les malades du Covid. Nous avons fait ouvrir de nouveaux lits de réanimation par les établissements, notamment par transformation de lits d'autres services, surveillance continue, soins intensifs, en lits de réanimation. Un recensement des besoins matériels et humains des établissements a été fait par les agences régionales de santé pour ouvrir des lits supplémentaires dans les établissements et organiser des prêts de matériel entre établissements. Au total, les actions engagées et la mobilisation des établissements publics et privés a permis de passer en quelques jours de 5 000 lits de réanimation à 8 000 lits de réanimation. Notre stratégie consiste à transférer les patients des zones les plus touchées vers les zones dont les capacités hospitalières sont encore disponibles. En complément des 3 opérations militaires, par évacuation aérienne Morphée et par bâtiment militaire Tonnerre en Corse, qui ont donc été effectuées grâce au soutien des armées. Nous allons également affréter avec la SNCF un TGV médicalisé. Il sera opérationnel à compter de demain. Il réalisera son premier transport de patients depuis Strasbourg vers les Pays de la Loire jeudi matin. Ce train sanitaire permettra l'évacuation de 20 patients actuellement en réanimation dans la région Grand Est vers les CHU d'Angers, de Nantes, les centres hospitaliers du Mans et de La Roche-sur-Yon. Dans le train mis à disposition par la SNCF, 4 patients seront installés par voiture, avec dans chaque voiture une équipe médicale constituée d'un médecin anesthésiste réanimateur, d'un interne, d'un infirmier anesthésiste et de 3 infirmiers. Les équipes médicales armant le train proviennent du CHU de Nantes, d'Angers et de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Je les en remercie. La manœuvre est coordonnée par le SAMU de Paris et vous le savez, l'hôpital militaire envoyé par le président de la République est installé en Alsace à Mulhouse
reçoit ses premiers patients aujourd'hui. Tous les moyens sont mis en œuvre pour prendre en charge les patients les plus graves du coronavirus avec une solidarité nationale. Mais je tiens aussi à le dire, tous les patients qui ont d'autres maladies doivent aussi être pris en charge. Et donc j'encourage ces patients, évidemment, à continuer leurs soins chroniques, à assurer leur consultation de suivi et à se rendre dans les services en appelant avant s'il y a une décompensation, s'il y a une aggravation de leur état clinique. Un point très important sur les traitements et les essais en cours. Nous apprenons de plus en plus de choses sur la maladie coronavirus de 19, le Covid-19. On décrit, vous le savez, de nombreuses formes atypiques avec des symptômes non respiratoires. Je pense en particulier à des formes digestives chez les personnes très âgées, avec notamment de la diarrhée, mais aussi à la perte de l'odorat ou la perte du goût chez des sujets jeunes. Toutes ces formes sont contagieuses, elles doivent conduire à un confinement strict. La recherche, elle, ne fait que progresser. L'essai Discovery, qui a pour but d'évaluer l'efficacité et la sécurité de plusieurs stratégies thérapeutiques expérimentales pour avoir un effet contre le Covid-19, a débuté. Les molécules testées sont nombreuses. Il y a des antiviraux, des antirétroviraux et l'hydroxychloroquine. Et ce sont des protocoles que nous soutenons. Le Haut Conseil de santé publique a recommandé de ne pas utiliser l'hydroxychloroquine en l'absence de recommandations, à l'exception de formes graves hospitalières avec décision collégiale des médecins et sous surveillance médicale stricte. Il a exclu toute prescription en population générale pour des formes non sévères en l'absence de données probantes à ce stade et hors protocole. Mais je le redis, de nombreux essais sont en cours sur des antiviraux, sur des antirétroviraux, sur la place des corticoïdes en réanimation, sur de nouvelles molécules, sur l'hydroxychloroquine dans différentes stratégies associées ou seules, voire même, et vous l'avez probablement lu dans la presse, sur le rôle du vaccin BCG qui pourrait stimuler l'immunité ou le rôle aussi des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Donc vous voyez, de très nombreuses idées très intéressantes, de très nombreuses pistes de traitement sont actuellement encouragées et l'on attend dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, des données solides que nous partagerons avec vous permettant de démontrer ou non l'efficacité et l'innocuité de ces traitements, c'est-à-dire leur absence de toxicité. Notre stratégie en matière de traitement est d'adapter rapidement nos décisions en fonction de l'évolution des connaissances et des recommandations internationales pour toujours mieux protéger les Français à la recherche systématique d'amélioration clinique. Nous devons respecter les exigences scientifiques et sanitaires pour toutes les décisions relatives au traitement. Je dois le dire, aujourd'hui, la communauté médicale et scientifique est totalement mobilisée pour aller très vite. Nous faisons aussi tout pour favoriser la recherche en France. Plusieurs sites internet ou applications ont vu le jour. Afin de délivrer une information validée et certifiée, ces outils sont évalués par les services d'information du ministère. Une liste complète est disponible sur notre site internet. Outre les téléconsultations médicales et le télésuivi infirmier, les outils numériques peuvent nous aider à mieux répondre aux questions et aux besoins des soins de la population. L'Institut Pasteur et l'Assistance publique Hôpitaux de Paris ont élaboré un algorithme d'aide à l'orientation du grand public qui s'interroge sur des symptômes qui pourraient être évocateurs de ceux de la maladie Covid. Cet algorithme, validé par nos services, a déjà été intégré par le site internet maladiecoronavirus.fr qui indique aux personnes la conduite à tenir en fonction de leurs symptômes et qui a déjà bénéficié de plusieurs millions de connexions. Dans un but de poursuite des actions indispensables de santé publique, il faut absolument poursuivre la vaccination obligatoire des nourrissons. Les vaccinations obligatoires restent toujours aussi importantes en cette période d'épidémie. En effet, ces vaccinations peuvent éviter une morbidité bien plus sévère, la survenue de méningite, la survenue de rougeole, et nous avons actuellement de nombreux cas signalés dans l'arc alpin, des infections à pneumocoque qui ne pourraient évidemment l'être sans infection à Covid-19 chez un nourrisson. Donc nous devons évidemment tenir compte du Covid-19, tenir compte de ce risque chez les adultes, puisque je vous rappelle que les enfants ne font pas de forme grave, et donc protéger évidemment nos tout-petits par la vaccination obligatoire contre des formes graves de maladie. L'OMS Euro a publié très récemment des recommandations pour le maintien des vaccinations des nourrissons. Nous travaillons avec tous les acteurs concernés et la Haute Autorité de Santé
pour des modalités d'organisation des vaccinations dans ce contexte épidémique très particulier. Le ministre de la Santé, avec la secrétaire d'État à l'égalité hommes-femmes, a aussi rappelé la mobilisation du gouvernement pour assurer les droits sexuels et reproductifs des femmes, en particulier pour l'accès à la pilule contraceptive et l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Le suivi obstétrical doit être bien évidemment maintenu dans l'objectif de sécuriser la santé de la mère et de l'enfant. Nous travaillons aussi pour identifier ce qui peut être réalisé en téléconsultation, mais il est évident que le suivi doit continuer à être assuré, notamment les 3 échographies prévues pendant le suivi de grossesse au cours des premiers trimestres. Nous travaillons enfin à proposer des modalités d'organisation de tous les soins dans ce contexte épidémique, mais il est essentiel que les acteurs restent mobilisés et les services de protection maternelle et infantile, acteurs majeurs de proximité, sont des ressources précieuses dans le contexte de mobilisation des professionnels de santé de ville et de l'hôpital sur le Covid-19. Enfin, vous le savez, nous avons besoin d'assister la population dans cette période toute particulière du confinement. Un dispositif national grand public de soutien psychologique au bénéfice des personnes qui en auraient besoin est déployé à partir du numéro vert que vous connaissez bien, le 0800 130 000. L'objectif est de pouvoir orienter les personnes qui le souhaitent, qui appellent ce numéro, qui expriment un besoin de soutien psychologique vers des plateformes spécifiques, certaines pour l'ensemble de la population, d'autres pour les professionnels de santé qui ont aussi besoin de ce soutien. Ces plateformes assureront leur prise en charge en lien avec le réseau national de l'urgence médico-psychologique, regroupant les professionnels des cellules d'urgence médico-psychologique. Je vous remercie. Une question de M6. Avez-vous des chiffres sur les cas confirmés et décès liés au Covid-19 dans les EHPAD ? Alors, c'est ce que nous observons, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur la survenue de décès en milieu hospitalier ou hors de l'hôpital. Aujourd'hui, nous avons plusieurs sources de données en France. Les décès survenus à l'hôpital, je vous les donne tous les soirs puisque nous avons la remontée des informations des établissements hospitaliers. Nous avons aussi des décès qui vont être certifiés électroniquement par une application qui est partagée notamment par l'INSERM, qui surveille évidemment l'ensemble des données relatives aux décès en France. Nous avons demandé à Santé publique France de mettre en place une surveillance spécifique des décès survenus en collectivité de personnes âgées, et en particulier un suivi quotidien de la mortalité dès lors qu'un EHPAD, par exemple, ou un établissement médico-social signale un cas suspect et éventuellement un décès. Nous avons une remontée quotidienne des décès qui sera probablement opérationnelle dans les tout prochains jours, et nous pourrons donc vous donner un chiffre supplémentaire qui sera le chiffre des décès survenus dans les EHPAD. L'objectif de ces données quotidiennes, c'est donc bien de couvrir les 2 principaux lieux de survenue des décès liés au Covid-19, ceux de l'hôpital, ceux des EHPAD, mais on sait que les décès survenus à l'hôpital représentent probablement une faible part de la mortalité. Enfin, Santé publique France dispose d'une surveillance de la mortalité toute cause, qui s'appuie sur les déclarations de décès qui sont faites par les individus et qu'ils déposent à l'état civil, qui sont transmises à l'INSEE, et donc qui permettent de comparer année après année, chaque semaine de l'année, pour voir si nous avons une mortalité dans l'attendu, inférieure à l'attendu ou supérieure à l'attendu. Cette mortalité est un peu décalée dans le temps, car il faut laisser le temps au bureau de l'état civil de remplir correctement les déclarations et de les transmettre, mais ça permet de vous dire qu'au niveau national, au niveau régional ou au niveau départemental, nous avons ou nous n'avons pas un excès de mortalité par rapport à la moyenne des années précédentes. On sait que chaque mois, la mortalité peut varier, il peut faire très froid, il peut y avoir une épidémie de grippe, ou au contraire, il peut y avoir une mortalité un peu inférieure. Mais donc, les chiffres que je vous ai donnés ce soir sur l'excès de mortalité observé sur les 2 dernières semaines dans quelques départements sont des chiffres solides qui nécessiteront d'être consolidés, confirmés dans les prochains jours. TF1 souhaiterait avoir votre avis relatif au confinement qui devrait durer 6 semaines selon l'avis du Conseil scientifique. Alors, je rappelle aux Françaises et aux Français pourquoi nous mettons en place le confinement. Le confinement a un objectif unique, réduire le nombre de contacts. Si nous avons chacun moins de contacts, nous contaminons moins de personnes si nous sommes contaminants, ou nous nous mettons moins en contact de personnes contaminantes
si nous croisons des personnes contaminantes. Donc quand on dit qu'on ne sort qu'1 heure par jour, par exemple, pour aller faire ses courses ou pour faire un peu d'activité physique, seul et à faible distance de son domicile, c'est justement avec cet objectif de réduire les contacts. Quand on vous autorise à travailler parce que vous ne pouvez pas faire autrement et que vous avez une activité essentielle qui ne peut pas se faire en télétravail, on vous encourage, même si vous sortez, à réduire drastiquement vos contacts. L'intérêt étant que, même au travail, on garde cette distance, cette fameuse distance d'1 mètre minimum entre chaque personne, qu'on réduise les réunions et qu'on réduise toutes les occasions de regroupement. Cet objectif du confinement, c'est vraiment de réduire vraiment massivement le nombre de contacts. Pourquoi ? Parce qu'après ces contacts, il y a des personnes qui vont être contaminées, en phase d'incubation, qui vont tomber malades, potentiellement graves ou pas graves. Si elles sont graves, se retrouver en milieu hospitalier, parfois en réanimation et parfois décédées. Et donc c'est toute cette chaîne terrible d'enchaînement vers l'hôpital, vers la réanimation, voire vers le décès, que l'on veut briser. Et donc c'est vraiment l'objectif du confinement. On doit tous faire ensemble en sorte que ce confinement soit efficace. Et l'on verra au fur et à mesure de ce confinement si nous sommes efficaces tous ensemble. Mais il y aura une fin au confinement et il y aura une fin à l'épidémie. L'APM pose la question suivante. Les biologistes s'inquiètent du manque de matériel de dépistage, notamment les écouvillons. Quelle est exactement la situation ? Alors nous sommes très attentifs, et le ministre l'a demandé, et le président de la République aussi régulièrement, à ce que la France ait des capacités de tests à la hauteur des plus grands pays du monde. Nous avons donc, je vous l'ai annoncé, acquis des automates de tests qui vont nous permettre, dès la fin de la semaine, d'avoir 10 000 tests supplémentaires par jour et d'ici une dizaine de jours d'en avoir 20 000 supplémentaires. Et évidemment, nous sommes très attentifs à toute la logistique de ces tests, puisqu'il faut être testé, et c'est un petit écouvillon que l'on utilise pour frotter la muqueuse nasale en particulier. Il faut transporter cet échantillon et il faut ensuite être capable de techniquer au laboratoire le prélèvement pour la recherche du virus. Donc c'est toute une chaîne logistique que nous sécurisons pour assurer la capacité de la France à tester suffisamment de personnes. L'APM toujours, sait-on combien de temps on est immunisé après avoir été infecté ? Alors c'est une très bonne question puisque les premières personnes infectées l'ont été en janvier. Donc on sait qu'elles ont maintenant des anticorps dits protecteurs. Mais évidemment, on ne peut qu'observer ces anticorps protecteurs puisqu'on n'a pas de recul suffisant pour savoir après 3 mois si ces anticorps sont toujours protecteurs. Et on le saura avec le recul du temps, c'est-à-dire dans 6 mois ou dans 1 an. Mais on voit bien que la recherche d'anticorps, c'est-à-dire la pratique de sérologie, va être un défi très important dans les prochaines semaines puisque ça vous permet de savoir non pas si vous avez le virus, mais si vous avez fait l'infection, ce qui est très différent, puisque si vous avez fait l'infection et que vous avez ces fameux anticorps protecteurs, vous êtes immunisé et vous ne risquez donc plus d'attraper ce virus une deuxième fois. L'APM encore, est-ce qu'il est prévu de déployer les sérologies à grande échelle pour savoir qui a été contaminé ? C'est exactement le sens de ma réponse précédente, c'est-à-dire qu'il y a 2 tests très différents. La recherche du virus lui-même, lorsqu'on est malade ou qu'on pense être porteur, la recherche du virus lui-même, c'est ce fameux test de PCR. Peut-être un jour des tests rapides, peut-être un jour des autotests. La recherche est extrêmement riche dans ce domaine. Et puis l'autre test que les Français connaissent bien, c'est la sérologie. On fait des sérologies pour beaucoup de choses, pour la toxoplasmose ou pour le VIH. Là, l'idée est d'aller chercher des anticorps dans le sang, donc c'est une prise de sang. Et c'est une technique qui n'est pas très compliquée, mais qu'on est en train de mettre en place dans différents pays du monde, dont la France, puisqu'effectivement, ça nous permettra de savoir en population si nous avons 5%, 10% ou 50% de la population qui a été immunisée. Et à titre individuel, c'est important de savoir que l'on a fait l'infection et qu'on a donc plus de risque d'attraper le virus. Une question de CNews. Donc, sur les critères pour arrêter le confinement, est-ce que c'est en fonction du nombre de décès qui pourrait diminuer ou lié à l'apparition d'un traitement fiable ? Alors, vous savez que l'objectif principal du confinement, je vous l'ai dit, c'est de réduire les contacts pour freiner cette épidémie et pour éviter de saturer notre système de santé et en particulier nos professionnels de santé. Donc, on va surtout s'intéresser à la rapidité, à la cinétique de l'épidémie. Les décès, heureusement, surviennent assez rarement et surviennent tardivement. Par contre, le nombre de nouveaux cas ou le nombre de personnes qui se présentent à l'hôpital sont plus révélateurs de ce qui se passe réellement en termes de contamination, même si, je le rappelle, il y a une phase d'incubation et une phase peut-être avec peu de symptômes qui fait que
même un confinement parfaitement efficace n'aurait d'impact que plusieurs jours après, puisqu'il faut ce fameux délai d'incubation et de survenue des symptômes. Donc on a de toute façon quelques semaines d'observation de l'impact de ces mesures de confinement, et on s'attend effectivement à ce qu'on observe un impact sur la courbe épidémique dans les prochains jours, puisque l'idée est effectivement que les Français ont moins de contacts déjà depuis qu'ils sont rentrés en confinement, et que donc cette réduction des contacts va forcément infléchir la courbe, puisqu'il y aura moins de personnes contaminées. Mais c'est vraiment l'objectif de réduire les contacts et de diminuer la pression de cette épidémie sur le système de santé, qui sont nos deux objectifs principaux. Et comme d'habitude, on adaptera nos mesures à l'évolution de l'épidémie et peut-être à la présence, comme vous le dites, d'un traitement efficace. Mais vous savez que pour l'instant, il n'y a pas de traitement efficace avéré en Asie comme en Europe, et que nous faisons tout pour acquérir des connaissances scientifiques majeures. Nous soutenons les protocoles qui nous sont proposés, nous favorisons les essais thérapeutiques internationaux avec toutes les molécules que l'on nous propose pour favoriser l'accès au traitement de l'ensemble des malades. Une question d'Europe 1 désormais. Dispose-t-on à cette date d'une estimation du nombre de cas de Covid-19 dans les EHPAD et d'une estimation du nombre de décès dans ces mêmes EHPAD ? À cette date, pas encore. Nous avons des signaux qui remontent, comme vous le savez, et des EHPAD qui signalent des formes sévères ou des décès. Cela survient évidemment dans différents territoires. Et avec le dispositif de surveillance, d'une part, des foyers d'infection respiratoire aiguë, cette fameuse surveillance syndromique en ville, d'une part, on explore les survenues de cas groupés. Et puis par ailleurs, on aura le dispositif spécifique de surveillance de la mortalité en EHPAD dans les prochains jours grâce à Santé publique France. Une question de l'usine Nouvelle à propos des tests de dépistage. Le ministère de la Santé en a évoqué la démultiplication. Quelle est la capacité nationale à assurer cette démultiplication, sachant qu'il y aura 10 000 tests de plus cette semaine et 10 000 de plus la semaine suivante ? Voilà, donc vous avez la réponse. Nous étions montés avec une capacité à 9 000 et nous aurons d'ici la fin de la semaine prochaine 29 000 en capacité, donc 29 000 tests par jour, ce qui est déjà énorme, puisque je vous rappelle qu'il faut avoir une indication pour faire le test, qu'il faut évidemment favoriser l'accès aux tests dans les hôpitaux et qu'ensuite nous pourrons réfléchir à de nouvelles stratégies pour tester plus largement, pour tester certains publics ou pour aussi accompagner, ce qui est très important, la fin du confinement, car il y aura une fin du confinement et que nous aurons besoin à ce moment-là d'être très attentifs à la circulation du virus. Une question de France 2. Qu'est-ce que les autorités françaises entendent faire au sujet de la pénurie de Plaquenil, qui est le traitement de fond du Lucus, par exemple, alors que les pharmacies répondent aux malades qu'elles n'ont plus ce médicament en stock ? Alors, il n'y a pas de pénurie, c'est important, puisque nous sommes évidemment attentifs, et c'est pour ça que j'ai passé un message de raison ce soir, puisque évidemment l'hydroxychloroquine est un traitement intéressant et c'est pour ça que nous l'avons inclus dans des protocoles, c'est pour ça que nous le proposons à des patients, dans certains protocoles multiples d'ailleurs, il y a des traitements uniques, des traitements associés, des traitements à l'hôpital ou des nouvelles stratégies. Donc on s'est mis en condition de recueillir le maximum de données scientifiques sur l'hydroxychloroquine. Par contre, il y a beaucoup de patients qui le prennent en traitement chronique pour des maladies graves, pour des maladies importantes, et donc ce sont ces malades qu'il faut prioriser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas supprimer l'accès au traitement par des comportements potentiellement irrationnels pour des malades qui ont besoin de ce traitement. Et puis, si ces différents traitements, ces différentes molécules, antivirales, antirétrovirales, immunomodulatrices, équivalents corticoïdes en réanimation ou autres, donnent des résultats satisfaisants, évidemment, les autorités françaises se mettront en situation de donner accès aux molécules les plus prometteuses, aux molécules les plus efficaces, avec une efficacité démontrée et une absence de toxicité démontrée, pour que nous ayons accès à ces molécules. Et dans ce cas-là, mais on n'en est pas là, ça changerait évidemment la phase de l'épidémie. Une dernière question de l'APM. Il a été annoncé une utilisation hors AMM de l'hydroxychloroquine. Est-ce que cela passera par le dispositif recommandation temporaire d'utilisation ou par une autre voie légale? Et si oui, laquelle? Alors, effectivement, comme vous le savez, l'hydroxychloroquine a une AMM pour certaines pathologies. Je pensais notamment au lupus, puisque vous parliez des malades qui sont traités, ou à d'autres maladies inflammatoires. Et la prescription hors AMM est possible en France, mais ça se fait sous la responsabilité individuelle du médecin et dans des conditions précises. Et donc, c'est cette inquiétude qu'avaient les autorités de santé, en particulier le Haut Conseil de santé publique, en demandant aux médecins soit d'avoir une attitude collégiale en milieu hospitalier lorsqu'il y a des indications potentielles ou qu'ils discutent de ce traitement, soit au contraire de favoriser
l'inclusion de leurs patients dans des protocoles, puisqu'aujourd'hui, il y a plusieurs protocoles avec cette molécule, avec d'autres molécules associées à l'hydroxychloroquine, dans différentes situations cliniques, que ce soit en réanimation ou non. Et donc, nous favorisons, nous encourageons, nous poussons tous ces protocoles cliniques qui sont soutenus par les cliniciens pour tester rapidement cette molécule et savoir très vite si elle est réellement prometteuse, et dans ce cas-là, on la mettra à disposition largement, ou si malheureusement, elle est décevante. Merci beaucoup. Merci, madame.